Aujourd'hui, on court toujours et plus que jamais, mais au moins, je cours pas toujours toute seule. On va lancer, ou alors je réalise, qui est déjà lancé depuis longtemps sur cette chaîne, et ça va encore plus loin, une grande réflexion sur cette grande question de la possibilité d'une littérature politique. Ça veut dire qu'on va continuer les lectures, continuer à se poser des questions, et moi, c'est vrai que cette question de la place du lecteur et du partage, j'ai un peu tendance à la placer au centre. On va voir ça, et aujourd'hui, on va parler d'Alice Zeniter. La semaine dernière, je mentionnais une déception slash incompréhension de lecture à partir des livres contre la littérature politique à la fabrique, donc de plein d'auteurs. C'est pas exactement un collectif parce que c'est plus, pas exactement non plus une anthologie, mais ce sont des textes inédits. Mais pour moi, un livre collectif, c'est un livre dont la réflexion, notamment de la construction d'ensemble, a donné lieu à un travail collectif. Hein. C'est pas tout à fait la même chose qu'avoir plusieurs auteurs. Et on passe à un autre livre, Des faire voir de Sandra Lucbert. On parlera probablement, j'avais oublié de la mentionner, du livre de Justine Hupp sur la littérature embarquée, peut-être avec Justine, on verra, peut-être en 2 fois aussi. En tout cas, c'est une lecture prévue bientôt, pas tout de suite. Et j'avais déjà mentionné la semaine dernière le livre d'Alice Zeniter, Toute une moitié du monde, dont on va parler un peu plus aujourd'hui. J'ai mentionné aussi le livre de Joseph Andras et Kautar Archi, Littérature et évolution, sorti chez Divergence. Je ne le possède toujours pas, je ne l'ai toujours pas lu, ça va venir. Qui c'est qui est pressé exactement? On va y arriver. L'important, c'est de se hâter lentement. Festina lente. Et à ceci s'ajoute dans toutes ces questions multiples, le mien, qui est un peu différent, mais qui est là aussi, beaucoup d'autres, parce que ça, c'est une vieille histoire, bien sûr. Mais ouais, je trouve que c'est quand même intéressant, parce que moi, c'est des questions que je vais aborder donc dans un séminaire BA3, c'est-à-dire de L3 à Bruxelles. Ça commence la semaine prochaine, c'est fermé, hein, là, c'est pour mes étudiantes, que je rencontre bientôt. C'est génial, je suis ravie, enchantée, c'est super. Et en même temps, il va y avoir des séminaires ouverts ou pas, je sais pas. Donc, de toute façon, je vais les partager. Mais quand c'est ouvert, je peux le partager un peu en amont. Et rencontres, dont notamment une rencontre à Lyon le 8 février à une librairie à Soie. J'ai très hâte. Un séminaire le 9 février à Lyon. Je sais pas s'il sera ouvert ou pas. Un séminaire le 16 février à Paris qui sera ouvert. Alors en fait, moi c'est un peu différent les séminaires de recherche où je suis invitée et le séminaire que je vais diriger pour initier à la recherche évidemment. C'est quand même des choses très différentes et des cadres un peu différents. Mais tout ça, ça va avec donc la clôture du dossier CNRS pour moi, cette grande course qui est le début de l'année 2024, dans une grande course qui est ma vie, et qui est la grande course globale. Ça me questionne pas mal sur ces questions. Arnaud Trozat en parlait, moi j'ai les bouquins, j'ai pas le temps de les lire, c'est un comble, mais d'accélération, etc. C'est une vraie question moderne, je le sais, j'en suis là. Bon, Alice Zeniter, moi je vais revenir vraiment à ça. Donc moi celui dont je veux parler, c'est celui-ci, c'est vachement bien. Voilà. Déjà, si vous voulez arrêter la vidéo là, ça m'a beaucoup plu. Pourquoi? On va essayer d'explorer. Est-ce que ça me permet de mieux comprendre la déception en partie? Est-ce que pour le coup c'est le modèle à suivre? Pas forcément. Mais moi j'essaie toujours sur cette chaîne de voir aussi quel est l'intérêt, quelle est la raison d'être des livres, qu'est-ce qui a été pensé, enfin de voir un peu les dimensions, on va dire positives, de façon un peu naïve, mais en fait de me situé avec des formes d'empathie intellectuelle, ça reste évidemment intellectuel, à la place des personnes qui ont écrit. C'est exactement le principe d'une dissertation. Un point de vue, un deuxième point de vue, et on va avoir encore un autre point de vue qui va englober les deux, qui n'est pas forcément le surplomb non plus. Voilà, si on peut le faire d'un point de vue un peu métaphorique, mais pour essayer de comprendre vraiment l'intérêt profond des bouquins. On rappelle que les lectures sont toujours situées, qu'elles sont situées notamment... quand c'est moi qui parle, mon état de fatigue, c'est clair que c'est un point important. Qu'est-ce qui m'intéresse, etc. Moi, je me suis rendu compte qu'en lecture théorique, par exemple, quand je me pose une question précise et que je vais lire, les textes, ils s'éclairent d'une façon quand même très différente. C'est une évidence, mais ce sont des évidences qu'il faut signaler, qu'il faut dire et desquelles il faut partir. Alice Zeniter, c'est une autrice que je n'ai jamais rencontrée, qui est un tout petit peu plus âgée que moi, on a 1 an d'écart, qui est romancière, et je n'ai pas lu ses romans et j'en suis vraiment désolée. C'est prévu, j'ai l'air de perdre à la maison. Ma mère m'a dit qu'elle l'a adoré, elle l'avait même offert à ma tante.
Enfin, je veux dire, l'étape où on va l'offrir à quelqu'un, ça m'est arrivé d'offrir des livres qui n'étaient pas forcément ce que moi je préférais, ou je savais que c'était pas ce que j'allais préférer, mais pas ce qui plaisait à la personne, mais quand même, je trouve que ça dit quelque chose. J'avais même fait d'ailleurs une vidéo sur les cadeaux il y a 2 ou 3 ans, parce qu'ici ça fait 5-6 ans maintenant qu'on tourne. Bientôt 6 ans, on se tient au courant. L'âge de raison arrive, ça sera encore dans 1 an, quelque chose comme ça. Bon. Ça commence à dater, on n'est pas tout jeune. En tout cas, tout ça pour dire que on est à ces questions, bon voilà, compliquées, etc. Voilà, donc Alice Zenita, donc moi j'ai pas du tout lu les romans, j'ai pas vu le seul en scène, bon pour surtout ça je suis complètement inculte, terre vierge, machin, etc. Donc mais je suis arrivée à Alice Zenita grâce à Mylène Tournier. Est-ce qu'il est possible de mentionner Mylène Tournier sans signaler l'immense amour, la grande affection et la grande estime que je porte à Mylène, et en plus de la remercier pour cette excellente lecture. Mylène m'avait conseillé de lire Je suis une fille sans histoire, que j'ai pas sous la main. Et moi, il m'a quand même pas mal plu ce bouquin, mais en fait, la première fois que je l'ai lu, j'avais des réticences. Et je trouve que c'est important de revenir dessus parce que c'est aussi important de voir qu'on peut passer à côté ou ne pas tout voir ou avoir des réticences sur une lecture. Donc, Je suis une fille sans histoire, je l'ai lu à peu près vers 2019-2020. Moi, je me souviens l'avoir lu dans le canapé à côté de papa, quand papa était vivant. Et je me souviens avoir répondu à Mylène, ou lui avoir dit c'est pas mal, c'est de la super vulga, elle parle d'Aristote, c'est vachement bien, enfin des trucs comme ça. Alors j'ai pas repris les conversations, mais il y avait quand même des choses qui m'agaçaient, et en fait j'ai relu plus vite Je suis une fille sans histoire au moment où moi j'ai écrit Des femmes et du style pour un féministe gaze, et en le relisant je me suis dit quand même j'ai été injuste, et je crois même, et je l'ai dit à Mylène, et c'est quand même vachement mieux que ça en a l'air. Et en lisant Toute une moitié du monde, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien, là je le vois tout de suite, je l'ai fini ce matin, on est en début d'après-midi, le samedi, je suis un peu short dans mes plannings, et c'est vraiment vachement bien. Voilà, ça c'est certain, c'est sûr, c'est vraiment vachement bien, c'est cool, c'est super. Le premier point, bon, pourquoi je suis passée à côté, il y avait un point moi qui me semble important, qui était plus marqué à mon avis dans Je suis une fille sans histoire que dans Toute une moitié du monde, et qui me questionne toujours beaucoup, et je ne le reprocherai certainement pas à son autrice, mais en tout cas, je veux le poser là sur la table comme une question qui, moi, me parle personnellement, et, voilà, et qui fait partie des raisons pour lesquelles je suis passée un peu à côté, pas complètement du livre à la première lecture. Je l'avais quand même conseillé à mes étudiantes, voilà, étudiantes, qui est de... pourquoi les blagues ? Et moi je dis ça, je fais des blagues partout. Mais en fait, il m'a semblé en lisant Je suis une fille sans histoire, et ça m'avait quand même un peu agacée, qu'il y avait des moments d'humour et d'autodérision qui me semblaient être une espèce d'excuse d'être là, d'être au monde, d'y être en tant que femme. Et en fait, je ne sais pas, là j'ai plus le texte en tête, je ne sais pas dire si c'est dans le texte ou si c'est moi qui l'ai projeté, mais c'est même pas ce qui compte. Là je voudrais juste faire une parenthèse sur cette question de ce trait que je vois chez pas mal de femmes, pas uniquement, mais on va dire bon, voilà, de personnes qui vont être dans des situations minoritaires. Toujours cette bizarrerie de dire que les femmes sont en minorité, mais la minorité ce n'est pas une statistique, c'est un état social. C'est quand on est tenu dans des situations de minorité qui sont en fait aussi des situations de sujétion et d'assujettissement. Et où en fait l'humour peut aussi être une façon d'avancer en s'excusant, en se minorant. Oh là là, je suis vraiment trop conne. C'est pas ce qu'il y a de chez les sanitaires, voilà. Mais c'est vraiment, j'outre le trait pour qu'on le sente. Non mais moi je dis ça, mais je suis un peu blonde. Bon, on passe en plus sur la bêtise voilà, de la question de la catégorisation de blonde. Alors c'est parce que au Québec, une blonde c'est une femme. Ma blonde, etc., c'est ma copine. Donc c'est extrêmement misogyne. Et en général, voilà, il y a une espèce d'avancée derrière un paravent d'excuses, et qui n'est pas exactement le retournement du stigmate, parce que ce n'est pas la fierté qui s'en dégage, c'est
à mon sens, hein, moi ce que j'en ressens c'est de l'excuse, donc c'est quand même une façon d'avancer en s'excusant. Et je crois que c'est important, d'une manière générale, et je m'inclus évidemment dans tout cela, à certains moments, de ne pas faire de blagues, et juste de, je suis là. Et au fait, pourquoi c'est drôle? Voilà. Donc c'est... Ah, et ça, ce que j'ai cru ressentir, à tort ou à raison, je suis une fille sans histoire, m'avait pas forcément aidé à la réception du bouquin. C'est quelque chose que j'ai beaucoup moins senti dans toute une moitié du monde, est-ce moi qui ai changé, etc. Et je mesure mieux, avec les années, une chose que j'ai mis du temps à apprécier. Et je pense que là, ma situation académique, c'est-à-dire mon passé académique, mes lectures, mes attentes académiques, m'entrave pour le voir, et qui est en fait d'apprécier la transmission de savoir sans complexité, et même cette incarnation. Voilà. Et en même temps, je ne vais pas dire que le livre d'Alice Zeniter est un livre académique. Donc on va essayer un peu de le décrire, de voir ce qu'elle fait. Et est-ce que c'est de gauche ou de droite? C'est de gauche évidemment. Mais comment ça se passe? Voilà. Bon là, après, on est vraiment dans quelque chose... elle est quand même jolie. Qui est... j'essaie de me faire une miniature. Qui apparaît avec les citations du Monde, de l'Obs, de Télérama. Voilà. Moi, ça, au niveau de la couve, c'est pas trop mon style. C'était chez Flammarion, c'est très récent. Hein, le Cosette, voilà. Bon. C'est... Voilà. En fait, contrairement au livre de la semaine dernière, le choix éditorial permet de s'adresser à un public beaucoup plus large. La maison d'édition a dit des choses peut-être moins ciblées, et je pense que ça joue aussi sur des questions de projection de est-on ou non une avant-garde. Non pas que tous les livres sortis chez La Fabrique ou chez Amsterdam posent la question de la frange, de lecteurs, du monde, de la marge, voire de l'illisibilité. Pour en finir avec La Passion est très lisible, le style réactionnaire de Vincent Berthollier aussi me semble limpide, enfin voilà. Et ce que je trouve vraiment intéressant aussi, bon, mais Flammarion c'est quand même plus grand public clairement. Moi en tout cas c'était à Divergence, c'était quand même une question extrêmement importante d'emblée. Moi c'était ma demande, et au niveau du travail éditorial il y a vraiment eu lisible, on simplifie, et je le demandais et j'en avais besoin. Donc voilà, moi c'est quelque chose que je trouve vraiment important, et que j'ai pas retrouvé dans les livres de Luc Berch, Amsterdam, etc. Ça c'est vraiment un peu intéressant, mais en même temps Flammarion c'est quand même le grand groupe, c'est le capitalisme, ça pose des questions en tant qu'autrice, auteur, etc. Est-ce que je vais dans la petite maison d'édition mais où je ne serai pas lue, à qui je m'adresse, mais en même temps je suis en train de frayer avec le capitalisme, comment je m'en sors? Ce ne sont pas des petites questions, et je n'ai pas de réponse à ça, et il n'y a pas de réponse idéale. Et moi-même, voilà, entre Divergence et Champion, on ne peut pas dire que je tape extrêmement fort, avec des grandes maisons qui ont une couverture extraordinaire. Ça c'est sûr que Champion, enfin voilà, quand on publie, moi ma thèse elle est publiée avec un petit tirage, pas de droit d'auteur et ce genre de choses. Enfin pas de droit d'auteur, il y en a dans mon contrat, mais j'ai pas eu d'avaloir pour ma thèse par exemple. J'en ai eu un chez Divergence, mais ce que j'ai eu chez Divergence ne me permettrait certainement pas de vivre. Donc il y a quand même aussi un moment où ça, ce sont des questions dont on ne peut pas... je veux dire, quand on parle de ces questions-là, et qu'on parle de qui publie où et quoi et comment et quelle forme d'écriture, on ne peut pas non plus ne pas tenir compte de ces états de fait. Et que ça, c'est quand même aussi important. Et aussi de à qui s'adresse-t-on? Est-on en train... en fait, c'est-à-dire que s'adresser à une toute petite frange que l'on va considérer comme l'avant-garde, est-ce que c'est que l'on considère que cette avant-garde elle est déjà constituée? C'est à peu près ce que je crois lire dans Contre la littérature politique, la plupart des textes et des faire voir. Est-ce que c'est à ces gens-là qu'on s'adresse? Est-ce que, comme le font plutôt Berthollier,
Je pense Justine Hupp, mais je ne l'ai pas encore lu. Probablement, moi, on va plutôt s'adresser aux académiques. Moi, j'ai essayé d'avoir un positionnement un peu différent. Même Serdam m'avait refusé, on va pas le cacher. Est-ce que, pour en finir avec la passion, les autrices disent qu'elles s'adressent plutôt aux profs du secondaire? En fait, vous voyez, il y a quand même une stratégie aussi dans ce qu'Umberto Eco appelle le lecteur idéal. Et moi, je pense que le lecteur idéal d'Alice Zeniter, il est beaucoup plus large que l'avant-garde intellectuelle de la gauche. Et je pense même qu'on peut avoir quelque chose comme n'est-on pas en train de construire une autre forme d'avant-garde en des endroits auxquels on ne pense pas, et en fait sans même cette idée d'avant-garde qui va avec toutes les stratégies politiques de Marx, de Gramsci, etc. Moi, je suis pas extrêmement bonne là-dedans, je vois les grandes lignes. Hein, voilà. Mais est-ce que, finalement, dans les stratégies politiques, il n'y a pas aussi des façons de penser stratégiquement et qui ne soient pas juste liées à des conditions matérielles d'existence pour, on va dire, les autoristes? Est-ce qu'il n'y a pas aussi, exactement comme l'a fait, à mon avis, Greta Gerwig avec Barbie, est-ce qu'il n'y a pas aussi une stratégie d'attaquer le blockbuster le plus grand nombre? Je ne vais pas dire qu'Alice Zeniter c'est Greta Gerwig et que toute une moitié du monde c'est Barbie, hein, c'est vraiment très très différent comme propos, etc. Mais c'est pour remettre en perspective de quoi parle-t-on, à qui s'adresse-t-on, et moi je pense qu'il est bel et bon de multiplier les stratégies, et je vais me retrouver dans certaines et pas dans d'autres, globalement. Et c'est aussi pour cela que j'explicite ma position moi je suis en postdoc et je me pose ces questions-là, parce que forcément que ça influe aussi sur ma façon de recevoir ces livres. Et là j'apprends, et je pense que c'est aussi ce que j'étudie vraiment dans mon postdoc, hein, les féminismes, l'invention d'un positionnement d'une écriture féministe qui se met en place, hein, voilà, et qui arrive dans les textes pour moi. Alice Zeniter, c'est quelqu'un qui, dans ses textes, a un positionnement qui est franchement incarné. Incarné, c'est-à-dire qu'elle va dire « je », très très franchement, en partant d'elle, et en posant les questions très pratiques de lectrices et d'autrices. C'est extrêmement précieux, et c'est quelque chose que j'adore lire, c'est quelque chose qui me rappelle profondément Virginia Woolf. J'ai 3 guillemets qui est juste là, mais voilà. Et l'écriture essayiste de Virginia Woolf, je dirais, avec quelque chose, Woolf a quand même un degré... quand je dis un degré, on a l'impression que c'est supérieur. Moi, je dirais qu'il y a plutôt une complexification supplémentaire, et non pas supérieure et sans axiologie, dans la construction des textes essayistes, et je pense vraiment à Une chambre à soi, 3 guillemets, etc. Dans cette espèce d'écriture de fictionnalisation et de détour qui est quand même très particulière et qui se fait donc avec des crochets, hein, d'une certaine façon. Et ça, c'est vraiment... voilà. Mais je pense qu'il faut la rapprocher. Alors, c'est intéressant, hein, parce que, par exemple, contre la littérature politique, ce sont des textes, on l'a dit, hein, d'auteuristes, de gens qui peuvent faire vraiment des textes littéraires, pas uniquement du tout théoriques. Voilà, Luc Bert, Quintane, Kaplan... j'ai oublié les autres, donc Volodine, il est vraiment à part son texte, etc. Zeniter, elle a aussi ça, mais je trouve qu'elle a une façon de se positionner par rapport à cette démarche d'écriture et d'une façon qui est beaucoup plus artisanale, paradoxalement, alors que Flammarion est une grosse boîte, mais je pense que la façon dont on vise le public amène aussi des écritures très différentes et des pensées très différentes aussi sur cette écriture même, et la façon d'écrire cette écriture. Qui sont, on va dire, haras du texte, qui ne veut pas dire haras des pâquerettes. Et en fait, c'est quelque chose qui peut amener une façon très... qui peut être trompeuse, qui peut sembler très simple, naïve, j'ai lu un livre, j'en parle, et qui peut susciter du mépris. Je pense que c'est le même mépris que l'on a par rapport à ce qui se passe dans le booktube, dans le bookstagram, dans le booktok. Je suis pas sur TikTok, donc là je suis vraiment dépassée et ringarde. Mais je pense qu'on a assez facilement le même mépris par rapport aux prises de position, de parole des lecteurs, et surtout en fait dans l'effet des lectrices sur les réseaux sociaux. Et à ne pas voir les différentes complexités qu'il peut y avoir justement dans ces communautés de public, quoi.
Et quand on va dire de fan, on rate quelque chose de fait et en réalité. Et je crois qu'il y a quelque chose de très précieux, déjà, dans la façon dont Zenithor se positionne à l'articulation lecture-écriture. Et en fait, il n'y a quand même pas grand monde qui dit qu'on peut écrire sans lire. Hein. Alors, globalement, c'est pas... Il y a des gens qui le pratiquent, mais ils vont peut-être moins le dire. Et en général, ça se sent aussi. Mais il y a quelque chose qui est très 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 précieux là-dedans, mais qui peut susciter le mépris que l'on retrouve aussi dans celui de je transmets ma fiche de bac en ligne, j'ai aimé le Seigneur des Anneaux. Je pense que le Seigneur des Anneaux, c'est vraiment un mauvais exemple, mais c'est que j'y connais rien en young adulte. En fait, voilà, je pense qu'il y a un peu le même mépris là-dessous qui a l'illusion de croire, ou qui croit comprendre, et qui en fait ne comprend pas, qu'en fait c'est très simple de raconter qu'on a aimé un bouquin, et souvent parler de la diégèse. Alors Zenithor, elle parle pas forcément de la diégèse c'est l'histoire qui est racontée. Elle parle quand même beaucoup de comment on écrit, et des narrations et des choix, mais tout cela va ensemble. Et c'est ce que je trouve extrêmement précieux, mais qui n'est pas forcément simple, en fait qui n'est pas forcément évident de comprendre la simplicité apparente, et que cette simplicité n'est qu'en apparence. Et la façon dont en fait ce positionnement très situé a l'air d'être humble et très simple, et il est humble et très simple, hein, enfin en termes d'attitude, j'ai quand même la sensation que c'est quelque chose qui se situe aussi, qui va permettre d'articuler ces différents niveaux qu'il y a au niveau des textes, que ce soit de leur production, de leur réception, de leur analyse. Ça permet en fait ça permet une conjointure, pour prendre un mot du Tristan de Béroul. Ça permet une conjointure qui n'est donc pas inédite, mais qui est particulièrement réussie à ce niveau-là. Entre ces différentes échelles du texte, j'ai même envie de dire ces différentes strates dans un sens temporel, géologique, et de leur emboîtement qui en fait n'est pas linéaire, c'est pas je lis un texte, j'en écris un autre, c'est évidemment complètement mêlé. Et ça permet dans le même temps un partage expérientiel, c'est-à-dire à proprement parler de ces expériences, de lecture comme d'écriture et de leurs emboîtements divers. Et je crois que ça, c'est vraiment très précieux. Et ça, c'est vraiment une chose qui me plaît énormément. Dans le positionnement d'écriture, qu'il y a dans notamment toute une moitié du monde. Alors, pour entrer dans le texte lui-même, bon, moi, j'ai pris pas mal de notes. Bon, cette situation du texte, elle apparaît dès le début. J'ai commencé à écrire ce livre, donc préliminaire, au début de la pandémie de Covid-19, etc. Et donc, on va y avoir comme ça, comme un fil. Et après, je reprends la table qui est à la fin. Préliminaire, une moitié du monde, être autrice, la parade virile, sortir du roman as usual, aimer pleurer ou être un personnage, la forme et le chaos, la mise en relation, un genre d'excursus, mon problème avec Avatar, finir. Et ensuite des remerciements. Bon, ça nous montre finalement comment, à chaque étape, Alice Zenithor finalement, raconte et met en scène, thématise et illustre et met en abîme à chaque fois ces différents moments du texte. Et elle parlait déjà de la question de l'intrigue à partir d'Aristote et d'Ursula Le Guin dans Je suis une fille sans histoire. Ça, on va avoir comme ça des espèces de grands axes. Mais ces grands axes, je prends volontairement la métaphore de l'axe qui amène à l'axe routier, ils vont plutôt amener, en termes d'écriture, des cheminements, voire carrément des promenades, comme le montre un peu la fin du texte, qui questionne aussi cette dimension de la promenade et donc des oublis. Donc ça, c'est vraiment dans finir. Ça, c'est dit un peu plus... comment finir est une vraie question, la promenade, etc. Alors, ça amène des... Voilà, c'est ça, c'est surtout sur cette espèce de... je vais le lire, ça va quand même permettre aussi d'analyser un peu l'écriture critique. Attends, ça ne va pas là. Je suis page 199. Si.
Non, ça ne va pas. Ça ne me va pas. J'avais dit que je n'allais pas écrire un essai. Mais je me retrouve malgré tout à considérer certaines de mes envies comme des digressions, à avoir peur que mon livre se comporte mal. Peut-être que je me fais rattraper par une forme ancienne qui pèse sur moi, que je ne sais pas si j'ai le droit en italique, le si aussi est en italique, une fois encore. Ça pèse très lourd, une forme ancienne. On se rappelle Wittig et les formes du cheval de Troie. Surtout une forme ancienne que l'on comptait ne pas écrire. Moi, ce que j'avais en tête, ce que je voulais, c'était une promenade. Et on se rappelle la forme de la promenade, c'est par exemple celle d'une chambre à soie. On n'aurait pas forcément marché au même pas, à la même vitesse, vous et moi. Vous m'auriez trouvé traîne la patte par endroits et détestablement rapide à d'autres, mais on aurait quand même cheminé ensemble. Je voulais vraiment que ce livre se comporte comme une promenade. Et pour le prouver, au dernier moment, je vais faire un détour, et c'est là qu'on a un avatar que j'ai qualifié donc d'excursus. Alors, bon ben finalement, qu'est-ce qu'on a ici par là? C'est quelque chose voilà, qui met en abîme cette réflexion et d'une certaine manière l'autonomie du livre qui passe par cette espèce d'échappement que peut être l'écriture. Et dès qu'on écrit, on le sait. On se retrouve à écrire une chose que l'on n'avait pas forcément prévue et que l'on va garder ou pas. C'est un peu ce qui se passe vraiment dans le texte et qui, parce que c'est dit de façon très simple et parfois très drôle, et donc ce que j'ai dit sur l'humour n'est pas une condamnation de l'humour, et certainement pas une condamnation de l'humour chez Alice Zeniter. C'est une réflexion sur un type d'humour. Mais qui va en fait créer un sentiment de connivence sans non plus l'impression de fanservice, de clin d'œil très appuyé, sur quelque chose dont l'autrice sait bien que ça peut ou non marcher, voilà, et qu'en tout cas, ce qui est prévu par l'auteur ou l'autrice, son lecteur idéal, hein, comme dit Umberto Eco, ne fonctionne pas forcément en vrai. Tout comme on prévoit plein de lectures au moment où on va écrire, en fait on n'a pas le temps, on trouve plus le bouquin, etc., ou on oublie. D'ailleurs, tout ça est thématisé et raconté même dans le livre. Mais voilà, il y a cette question quand même de la promenade, plutôt que de l'axe routier, et qui fait en fait que ça masque une construction qui est assez complexe et très fine du bouquin. Et qui montre finalement, alors voilà, avec une démultiplication des strates que j'ai déjà mentionnées. Par exemple, bon voilà, cette question de la parade virile, elle parle aussi finalement de ce qu'on appelle la mise en scène de l'octorialité, la façon dont les auteurs se mettent en scène, que ce soit dans leurs textes ou autour, dans leur vie personnelle, dans comment on dit, dans la promo, dans tout ce qu'on va appeler le paratexte, etc. Et avec cette grande question de finalement comment écrire des textes qui soient un peu autres, auxquels on va échapper, enfin qui vont un peu échapper à ces modèles dominants, à ces formes anciennes déjà mentionnées. Et ça passe par le test de Bechdel, le commentaire de l'article très important vers une narratologie féministe de Suzanne Lancer, c'est page 19, 20, 21, etc. Enfin, et en fait, ça amène Alice Zeniter à aborder énormément de notions qui sont très importantes dans le champ universitaire, entre autres, hein, mais aussi dans le champ de ce qu'on va appeler les analyses profanes, les communautés de réception amatrices, etc. Et je renvoie notamment aux travaux d'Hélène Breda. Et voilà, et le gaze en fait partie, hein, elle parle notamment de male gaze, mais qui se... Voilà, alors... et qui sont prises dans leur, j'ai envie de dire, dans leur dimension multiple. Alors globalement, moi, la question par exemple, c'est est-ce que je le conseille ou non à mes étudiants? La réponse est oui, mais avec le besoin, mais en se rappelant que du côté académique, la promenade, on a un peu moins le droit, et en fait, on est un peu obligé de faire des séparations notionnelles, ou en tout cas des différentes strates d'application des notions, ce qui ne veut pas dire qu'une notion elle n'est pas sur plusieurs strates, mais qu'il faut bien le dire en fait, à plusieurs niveaux. Mais moi je pense qu'en fait, en termes d'introduction, c'est absolument
parfait. Et que pour aller plus loin, ben, on n'est pas obligé. Voilà. Et en disant c'est une introduction, l'idée n'est pas... Je pense pas qu'en fait Alice Zeniter elle fasse exactement ce qu'on appelle de la vulgarisation, dans le sens commun qui voudrait que la vulgarisation, il y ait de la création de savoir, par exemple du côté académique, des inventaires, etc. Et une espèce de transformation, si possible divertissante, à un public plus large. Donc, en fait, l'idée que l'on se fait de la vulgarisation, qui fonctionne pas mal, hein, c'est quand même que globalement, la vulgarisation, elle part du principe d'une séparation où elle acterait, elle constaterait une séparation entre grand public et académique, en gros, et les gens qui créent les savoirs. Ça oublie, notamment du côté du champ culturel, littéraire, a fortiori littéraire, les moments où les créateurs écrivent sur leur pratique ou plus généralement. Donc ça, c'est ce que j'abordais déjà la semaine dernière, c'est ce qui continue là avec Alice Zeniter. Mais j'ai quand même l'impression que en fait, ce sont des livres d'auteurs, d'autrices qu'on peut pas avoir, qu'on peut pas mettre du côté de la vulgarisation, même s'il y a beaucoup de moments de vulgarisation chez Alice Zeniter, comme chez... elle est peut-être moins, en fait, de moments de vulgarisation chez Luc Bert ou dans le contre la littérature politique, parce qu'en fait, elle l'assume complètement dans le texte, et très simplement, et je trouve que c'est très précieux, bah, je lis un texte et je le commente. Par exemple, eh bien, moi, je n'en avais pas connaissance les romanciers pluralistes de Vincent Messager, et je connais très mal les œuvres de Vincent Messager, que je connais un peu, et avec qui je m'entends bien, et ça c'est quand même quelque chose d'extrêmement précieux, je le commente, j'en parle, on revient dessus, on le rementionne, et on le cite en fait, voilà. On le cite très simplement, avec vraiment l'appareillage critique beaucoup plus léger que dans une thèse, mais ça, ça avait été le cas par exemple dans mon bouquin chez Divergence, hein, donc c'est encore un peu autre chose, là l'article de lanceur, etc. Et en même temps une dimension plus exploratoire qui passe par quelque chose de très pratique et qui est essayiste, mais qui est vraiment dans ce que... son nom va m'échapper, mais dans ce qu'on appelle la critique d'auteur, la critique d'artiste, hein, des gens, mais qui ne parlent pas que de leur propre pratique, qui ont aussi un discours sur une pratique en général, et de lecteurs, lectrices, etc. Et moi, je crois que là, la question de quel savoir peut-on créer par la forme texte, en fait, et quel effet, je ne vais pas dire impact, c'est vraiment un mot que je déteste, en dehors des impacts de balles, mais quel effet, qu'est-ce qu'on peut provoquer en tant qu'on écrit, eh ben, j'ai quand même l'impression, moi j'ai plutôt tendance à me mettre du côté de il faut essayer de parler à un plus large public, et par exemple avec cette question des romanciers pluralistes, de voir hein, cette façon-là, comment ça peut... C'est-à-dire, bon, pour le coup j'ai regardé hein, la table des matières et la biblio du livre de Vincent Messager, je suis un peu déçue, il ne cite qu'une femme, alors que moi, niveau pluralité dans les textes, je pense que c'est une question par exemple qui est profondément féministe, mais je pense aussi que tout le monde l'oublie, hein, c'est pas pour dire qu'un tel est gentil ou méchant, certainement pas. Ouais, je constate, hein, voilà. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, me semble profondément, notamment féministe, et en tout cas plus largement de gauche, s'il faut avoir une gauche, et que j'aime centrer autour de la notion de partage. Alors Renan parle de vivre ensemble sans penser être de gauche, il pense être plus général, mais là clairement on en arrive à un moment où l'idée de vivre ensemble n'est même plus l'idée de ce qui va construire une nation, mais d'être de gauche ou pas, quoi. C'est ce qui est tragique. Hein. Mais qui se traduit en tout cas profondément dans les textes par l'abandon de cette espèce de sacre de l'auteur de Bénichou, culte de l'auteur national pour Jeanne Ferber, et qui passe aussi, voilà, à mon avis. En tout cas, j'y suis beaucoup plus sensible, mais j'ai bien mentionné cette réticence et cet apprentissage moi-même on va vers quelque chose de plus... on apprend à lire quelque chose qui permet un partage véritable. Pour cela, j'avais noté un passage qui m'a semblé vraiment marquant et très important à ce niveau-là. C'est donc page 180. Je ne l'ai pas noté, j'ai pris la page en photo.
Je n'ai parlé jusqu'ici que de liens institués entre personnages humains. Or, la mise en relation, ça c'est vraiment un chapitre que j'ai adoré, se fait aussi parfois avec d'autres êtres vivants. Dans My Lord You, une nouvelle de James Salter que je trouve extrêmement troublante, elle a lieu entre une femme, Ardis, et un grand chien noir. Je trouve absolument pas cette nouvelle, j'ai envie d'aller la lire. Je me rappelle avoir pensé, la première fois que j'ai lu ce texte, que le chien était forcément un symbole, qu'il représentait son maître, Brennan, le poète alcoolique, pour qui Ardis éprouve une attirance dégoûtée, ou la part animale d'Ardis trop longtemps occultée par son masque de bonne épouse. C'était forcément un symbole, comme Moby Dick. Sinon, pourquoi est-ce que je m'intéresserais à un chien, même très grand? J'avais partiellement tort. Le chien de My Lord You est un symbole et un chien. Alors, j'ai perdu ma ligne parce que j'ai enlevé mes lunettes. Salter trouve apparemment un plaisir immense à écrire chien, avec un trait d'union, à s'attacher à cette vie canine, à ses mouvements, à son rythme. Il a fallu que j'apprenne, c'est moi qui souligne, à les lire sans chercher autre chose. C'est exactement ce qui se passe dans la Métamorphose de Kafka, je vous renvoie à la vidéo que j'avais faite dessus. Il n'y avait pas eu beaucoup de place jusque-là dans mes lectures pour ceux que la philosophe écoféministe Donna Haraway appelle des êtres autres qui comptent. Mes rencontres, mes métalepses rêvées étaient forcément interhumaines. Reprendre ici l'expression de Haraway, au lieu d'écrire tout simplement des animaux, n'est pas une façon de placer une énième citation dans un livre qui en est déjà truffé. Cette manière de les nommer m'interpelle immédiatement parce qu'elle me paraît porter en elle un geste d'écriture, déterminer ce qui compte. Écrire un roman, c'est décider de ce qui a de l'importance, guider l'attention vers certains points au détriment des autres, ce qui en cinéma est le champ hors champ. Et aussi la focale, qu'est-ce qui est, sur quoi on fait la mise au point en fait. Comme le rappelle avec un laconisme qui me fait sourire l'écrivain indien Amitav Ghosh, si le roman n'était pas construit sur un échafaudage de moments exceptionnels, les écrivains seraient confrontés à la tâche borgésienne de reproduire le monde dans son intégralité. Il y a donc un choix, un cadrage, un aiguillage du regard qui est fait chaque fois. Pour tout paragraphe que vous lisez dans un de mes romans, il y a 1000 paragraphes que je n'ai pas écrits et qui raconteraient quelque chose qui se déroule hors du cadre. Et on se rappelle que Pérec a voulu faire le 100%. Et dans les 1000 paragraphes que je n'ai pas écrits, et que vous n'avez forcément pas lu, se cache probablement toute la faune et la flore qui manquent ailleurs. Et je suis donc page maintenant 181. Et voilà, ça je crois qu'on voit quelque chose là de l'art, non pas de perdre, mais de narrer, d'Alice Zeniter, qui a conscience de ses choix. Bon, et on peut avoir l'impression d'une platitude ou d'évidence, mais je crois que du fait même de montrer comment elle a elle-même appris à lire, que l'intérêt n'était pas forcément celui, finalement, qu'elle pensait par anthropomorphisme, mais besoin de symboles, et en fait, par des lectures imposées, interprétatives, eh bien, il a fallu qu'elle-même apprenne cette lecture, et cet apprentissage lui permet de dire, ce que moi j'essaie d'apprendre à mes étudiants, à étudiantes, quand je leur dis, voilà, notre boulot, c'est de démonter le moteur et de voir pourquoi ça fonctionne ou parfois pourquoi ça ne fonctionne pas. Et c'est pas nous qui allons réécrire le roman, c'est pas l'idée, etc. Mais ça permet de comprendre un peu quelque chose de l'ordre, j'aime pas dire d'une mécanique littéraire, mais on dira de la poétique. Et je crois que de ce point de vue-là, Alice Zeniter et notamment Toute une moitié du monde, c'est vraiment un bouquin qui permet de se poser ces questions politiques qui sont elles-mêmes abordées d'une façon qui est finalement très très textuelle, très poétique, littéralement et dans tous les sens, et qui, peut-être, petite nuance à apporter à mon propos, gagnerait aussi de temps en temps à citer Marx, mais ça viendra peut-être dans une prochaine vidéo pour moi-même. Et je vous dis à bientôt.